Donc bref, on peut commencer si tu veux bien, on peut commencer directement avec les infos de la semaine évidemment, et on a malheureusement quelques mauvaises nouvelles qui sont tombées cette semaine. Fin de saison pour Bénédicte Mathurin évidemment du côté d'Indiana, fin de saison alors que les Pacers sont évidemment encore en course pour les playoffs, ils sont 6e actuellement, sachant que Buddy Hield était déjà parti, donc ce petit côté shooter, arrière shooter qui faisait du bien en sortie d'écran ou autre était déjà parti. Bon, fin de saison pour Mathurin, mais surtout un joueur, tu me disais d'ailleurs en antenne, tu me disais un joueur que tu aimes bien, que tu apprécies de plus en plus. Fin de saison aussi pour Alperen Sengun, qui mine de rien a évité le pire, pas de fracture, alors que la blessure avait l'air assez sérieuse mine de rien. Mais finalement ce n'est qu'une entorse à la cheville et une contusion au genou. Donc a priori on devrait pouvoir le revoir l'an prochain assez tôt et non pas avoir une saison blanche en 2025, donc c'est déjà ça, Constant. Ah oui, bah on a craint le pire quand on voit la blessure d'Alperen Sengun, parce que vraiment c'est sur une perte de balle en toute fin de match en plus face à Sacramento, où les Rockets avaient déjà remporté le match, ou en tout cas étaient vraiment très proches de le prendre. Sur une perte de balle, il y a un contact, il me semble que c'est avec Domantas Sabonis, et dès le moment où Sengun tombe, il se tient le genou, et là tout de suite on craint le pire. Ouais. Quand tu vois le replay, tu vois que la cheville tourne pas mal aussi. Et finalement, bon, c'est une grosse entorse quand même de ce qui est ressorti, mais effectivement, il n'y a rien eu de gravissime au niveau du genou, donc c'est très bien. Et puis en plus, ça vient un peu freiner la très bonne dynamique, la bonne dynamique des Rockets ces derniers temps, parce qu'il me semble qu'ils ont remporté 7 de leurs 8 derniers matchs. Donc voilà, c'est un peu dommage pour les Rockets qui, même s'ils ont un certain retard sur les Warriors et les Lakers, sont pas encore totalement exclus, en tout cas mathématiquement, de la course au play-in. Mais bon, ils ont déjà évité le pire. Et puis, vu que un malheur n'arrive jamais seul, il y a Cam Whitmore aussi qui s'est blessé au niveau du genou et qui sera absent 3 semaines du côté de Houston. Donc, deux des plus gros rayons de soleil de la saison de Houston qui se retrouvent un petit peu sur le carreau, et quasiment une fin de saison pour Cam Whitmore et une fin de saison pour Alperen Sengun. Bon, sachant que désormais une fin de saison c'est un mois, il ne reste plus qu'un mois de saison régulière de toute façon. Pas pour tout le monde, mais... Alors, pas pour tout le monde, justement. Saddiq Bey, aussi côté blessure, qui lui, fin de saison, mais un peu plus grave, puisque lui s'est fait les croisés. Les ligaments croisés pour Saddiq Bey, donc malheureusement, il pourrait louper aussi une partie de la saison prochaine, je pense. On peut se rappeler c'est Jamal Murray, je crois, ou Kawhi Leonard, ou les deux, qui avaient loupé une saison blanche entière après une blessure, donc c'est un peu malheureux. Et puis, un peu mieux, tout de même, Curry. On en avait parlé dans l'hebdo précédente, Stephen Curry qui s'était blessé. Ça a l'air d'aller mieux, il devrait jouer ce soir, a priori, contre les Lakers. Donc voilà, Curry, finalement, pourrait revenir mieux que ce qu'on aurait pu craindre, parce que tu sais, blessure cheville pour Stephen Curry, ça donne des sueurs froides, mine de rien. Et puis aussi très très malheureux comme news, le décès du petit frère de R.J. Barrett aussi, qu'on a appris cette semaine. Qui fait que le R.J. Barrett, je pense, devrait aussi être absent pas mal partie de la fin de saison, peut-être même toute la fin de saison, on ne sait pas trop, mais ce serait compréhensible. Donc voilà un peu pour les infos un peu tristes, malheureusement on commence par ça, mais on va essayer d'aller un peu plus léger à présent. Taj Gibson, c'est un peu notre running gag de la saison, tu sais, Taj Gibson. Bien sûr, t'en parlais la semaine dernière. Running gag. Et oui, ça y est, il décroche enfin un contrat sur la fin de saison. Bon, alors du coup, c'est que un mois, comme on a dit. Mais après avoir enchaîné les contrats de 10 jours, ça y est, il est fin de saison à Détroit. Donc il est un peu là dans le rôle de vétéran, et je crois qu'il a pas trop joué encore pour l'instant. Mais voilà, fin de saison, contrat décroché pour Taj Gibson, du côté des Pistons. Et puis oui, je sais pas si t'as entendu parler ça. Apparemment, Wembanyama et les Spurs vont venir jouer 2 matchs à Paris. Ça pourrait être pour la saison prochaine, 2 matchs de saison régulière, quasi carrément. On parle de Indiana, les Pacers potentiellement comme double affrontement à Paris, une sorte de programme jeudi-samedi, ce qui serait un peu inédit, d'avoir carrément, alors Wemby à Paris serait cool, mais d'avoir carrément 2 matchs de saison régulière d'affilée, un peu hors de la patrie américaine, ce serait un petit événement, mine de rien. Oui, c'était déjà un truc qui sortait, enfin qui était un peu sorti au moment du Paris Game, entre Brooklyn et Chicago, où il y avait eu quelques rumeurs. On se doutait, d'après les dires d'Adam Silver, que les Spurs allaient potentiellement venir à Paris l'année prochaine. Il y avait déjà quelques rumeurs qui avaient fuité de ci de là sur le fait qu'il allait avoir potentiellement 2 matchs, qu'il y avait aussi potentiellement Indiana parmi les équipes mentionnées. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, le fait d'avoir Wemby à Paris, ça va être quelque chose. Le fait d'avoir 2 matchs, ça va être inédit. Et aussi le fait d'avoir une équipe de la conférence Ouest qui va faire le grand voyage jusqu'en Europe et jusqu'en France, c'est quelque chose d'assez rare, parce que même si on regarde l'historique des matchs à l'époque sur la décennie 2010 qui avait lieu à Londres, il me semble que Denver avait dû se déplacer une année, et c'est l'un des rares exemples d'équipes de conférence Ouest qui fait le voyage, donc ce serait encore plus surprenant.
peut-être que ça ouvrira la porte pour d'autres équipes de la conférence Ouest dans les années à venir. Mais en tout cas, oui, ça va être quelque chose. Et il me semble même qu'au niveau de l'arène, la NBA vise plus grand que que Bercy, même si c'est l'Accor Hotel Arena, on appelle ça Bercy. Mais il me semble qu'au niveau de la salle, c'est plus grand. Oui. Ça parle de Lyon au niveau des rumeurs, donc en tout cas une plus grande capacité que pour le NBA par exemple. Ouais, ce sera un petit événement. Alors comme tu dis, il y avait eu des rumeurs parce que Tony Parker avait un peu vendu la mèche dans une interview sans s'en rendre compte. Donc il y avait un peu des rumeurs, mais ça a l'air de se concrétiser. Ce serait quand même plutôt pas mal. Autre news aussi majeure de cette semaine, Otto Porter qui prend sa retraite à peine 30 ans. Je sais pas si toi t'avais des souvenirs de Otto Porter, mais qui a une carrière un peu bizarre, hein, mine de rien. Otto Porter qui a été un très haut choix de draft 2013, une draft très très pauvre. Et qui a eu un peu galéré au début, qui ensuite est devenu un excellent ailier polyvalent, on va dire, un peu 3&D, mais plus que 3&D, hein, à l'époque il était. Et puis ensuite les blessures à répétition, sauf l'année du titre des Warriors. Voilà, c'est exactement ça. Je sais pas ce qu'ils boivent à Golden State, mais ça avait l'air pas mal. Déjà, bon, c'est un peu triste de résumer sa carrière à ça, mais l'un des meilleurs Shaquille Full de l'histoire. Autopilot. Oui, c'est vrai. Ça c'est vraiment, c'est avant qu'il modifie la formule du Shaquille Full et qu'il rajoute plein de trucs un petit peu cringe, pas très intéressant, où c'était juste des highlights vraiment autopilot. Et puis moi, c'est des souvenirs des années j'ai envie de dire, de déception à Washington avec ce fameux trio, John Wall, Bradley Beal, Otto Porter, le contrat d'Otto Porter aussi, qui était quand même, un truc assez fou. Je sais plus combien il avait pris exactement. C'était pas 120 millions sur 5 ans. Ouais, c'était un truc pas mal, et je crois que de mémoire, c'était un peu les Brooklyn Nets qui jouaient rien, tu sais, et qui jouaient un peu les troubles faits à mettre des contrats sur tout le monde pour que les mecs s'alignent. Et du coup, Washington avait dû s'aligner je crois, de mémoire. C'est possible, ils avaient fait ça à l'époque sur Alan Crabb pour ensuite le récupérer. Ils avaient fait ça sur Tyler Johnson. C'était l'époque où ils faisaient plein d'offres sur les restricted free agents. Oui, Otto Porter, pour moi, c'est les années de déception un petit peu du côté des Wizards où ça a jamais vraiment pris. Ouais. Après, c'est quand même un joueur qui a montré de belles choses, notamment sur la dernière année à Washington. Je pense que c'est quelqu'un qui, au-delà des blessures, a aussi pâti de la valeur de son contrat, parce qu'il se retrouve très vite échangé du côté de Chicago, alors que Washington est encore compétitif sur les années. Il est victime de son contrat, il est victime de la blessure ensuite de John Wall, qui a complètement déraillé le projet des Wizards, même si ça n'est jamais monté très très haut, on va dire. Lorsque les trois étaient en pleine forme. Et puis après, voilà, le petit retour à Golden State où moi, il était en forme, il était en santé, il m'est rentré ses tirs. Enfin, c'était vraiment, c'était pas un élément essentiel, mais en tout cas, c'était un joueur qui était important dans le collectif des Warriors, qui avait fait des playoffs qui étaient pas inintéressants en plus. Et il me semble qu'il avait débuté des matchs. Il débute pas les finales, Otto Porter. Il est pas titulaire face à Boston en finale. Ouais, 3 titularisations sur les playoffs 2022, ouais, donc c'est pas impossible. Donc, même si le temps de jeu était réduit parce qu'ensuite les Warriors passaient sur un autre système, mais quand tu es titulaire en finale NBA, que tu es bagué, c'est pas rien. Après, voilà, c'est les blessures, mais je regarde le souvenir, d'un joueur, peut-être un peu, qui aurait peut-être pu réussir plus que ce qu'il a fait en NBA, mais qui repart quand même avec une bague et qui a surtout été impacté par les blessures. Et finalement, quand on voit le nombre de matchs qu'il a joué, sa carrière, entre guillemets, s'arrête vraiment après son passage à Golden State. Moi, je me sens un peu vieux parce que du coup, je crois que c'est un des premiers ou le premier joueur que j'ai scouté, où j'ai fait une vidéo qui prend la retraite. Parce qu'il y en a qui ont disparu. Nerlens Noel a disparu, à peu près Ben McLemore, Shabazz et tout. Trey Burke, mais de cette QV 2013 où j'ai fait des vidéos, c'est le premier qui dit je prends ma retraite. Aïe, ça sent pas très bon. T'avais pas commencé par la meilleure QV, c'est la 2013. Autre news de cette semaine, donc la statue de Kobe. Je sais pas si t'as vu, une news un peu légère. La statue de Kobe qui est déjà à refaire en fait, malheureusement, parce qu'il y a pas mal de fautes d'orthographe. Ah oui. Donc il y a des fautes sur José Calderon qui est mal épelé, Von Wafer et Coach Decision, parce que je crois que c'est un box score qui est gravé sur la statue. Mais donc c'est marrant de voir qu'il y a eu des fautes d'orthographe pour un projet comme ça. C'est un peu dommage. Donc les Lakers se sont dit non mais on va le refaire, vous inquiétez pas. Mais moi ça m'a fait penser un peu à Von Wafer. Du coup j'ai vu ce nom réapparaître de nulle part. Je me suis dit mais Von Wafer, moi je m'en souviens. Je sais pas si tu t'en souviens toi, le dunk manqué. Il célèbre un dunk manqué. En fait il fait comme Nick Young, tu sais, Nick Young qui fait son 3 points bien sûr. Et qui célèbre, mais qui en fait ça rentre pas. Von Wafer il a fait sur un dunk en fait. C'était
c'était à l'époque en 2011 avec Boston. Il sortait du banc avec Boston. Il fin de saison. Mais surtout, ce qui est magnifique, c'est qu'il fait ça contre les grands Washington Wizards de 2011. Donc, c'est-à-dire les cancres ultimes de la NBA. Et sur le terrain, il y a du John Wall, il y a du Jordan Crawford, André Blatche, Javal Magui. C'est vraiment la grande équipe de Washington. Mais voilà, c'est Von Wafer. J'ai vu ce nom-là, mais voilà, la statue des Lakers à refaire malheureusement pour Kobe. Et puis autre news, tiens, vu qu'on parle de 2011, Johan Howard viré de Michigan, de la fac de Michigan, et Jerry Stackhouse viré de la fac de Vanderbilt. Est-ce que tu connais le point commun de ces deux joueurs? Ils ont joué. Ah non, attends, il a pas joué au Pistons, Johan Howard en plus. C'est sur une fin de carrière, et c'est en 2011. En fait, les deux jouaient dans le Big Three de Miami. Exactement, tout à fait. Johan Howard, il est pas titulaire en plus. Je crois pas qu'il ait été titulaire, mais c'était un peu le hit qui avait 3 contrats. Oui, 3 contrats max, et du coup, ils étaient obligés de bricoler avec Aslem qui est blessé aussi une bonne partie de la saison, il me semble. C'est ça, ouais. Ilgauskas, donc Johan Howard, Jerry Stackhouse, Eddie House, Jamal Magloire, Eric Dampier. Enfin voilà, c'était à la grande époque, mais voilà. Et on se demande après pourquoi ils ont perdu en finale. On se demande. Non, mais oui, mais c'était. C'est un peu, et il me semble que Michigan a payé 3 millions pour rompre le contrat de Johan Howard. Donc, ouais, bon, un bon on va petit pas parler de Johan Howard, qui s'est pas très très bien comporté tout le temps. Bref, passons vite. Fin de saison d'ailleurs pour Alexandre Sarr, tu sais, du côté de l'Australie, ça y est, sa saison est terminée, donc il va pouvoir se concentrer sur la draft. Lui qui a attendu très haut, cette draft, et qui d'ailleurs, toi t'as connu, et tu connais encore, non d'ailleurs, son frère, Olivier Sarr, qui est chez vous à OKC, non? Tout à fait, il est en two-way contract pour la 3e année de suite à OKC. Ouais. Bon, ça se développe, on va dire. Bon, je sais pas, non, je sais pas, ça précise, doit se dire peut-être je prépare le terrain pour faire venir le frère, mais je sais pas ce qu'il fait. Mais non, mais on va dire dans ces two-way, Sam Presti, il est assez loyal, parce que Lindy Waters qui revient, plus Olivier Sarr qui revient pour la 3e année de suite, il est loyal dans ces two-way. Lindy Waters est revenu? Bien sûr, Lindy Waters. Tu vois, on l'avait manqué cette news. Et puis, ce n'est pas Nikola Vucevic, c'est Tristan Vukcevic. Est-ce que tu as entendu parler de lui aussi? Tristan Vukcevic qui arrive à Washington, un pivot du Partizan Belgrade qui avait été un choix du 2e tour de la dernière draft, qui, voilà, sur la fin de saison, il a racheté son contrat en Europe et il arrive du côté de Washington, donc pour un petit mois. Tristan Vukcevic, pas Vucevic, mais Vukcevic. Et puis aussi dans les petites signatures, Kai Jones, tu sais, le fameux Kai Jones qui revient en NBA, qui a été signé par Philadelphie. Ouais. Donc voilà, on sait que le mec a du talent. Ça s'était pas très bien passé un peu hors terrain, il avait été coupé un peu pour ça, mais voilà, on suivra côté Sixers. Voilà, ça s'est pas très bien passé du côté de Charlotte. Quand on voit certains éléments qui sont conservés du côté de Charlotte, tu peux te dire que ça a été il a été enfin bon, il a causé moins de problèmes que certains éléments, on va dire. Mais après, quand on voit le joueur, on va voir ce qui se passe du côté de Philly. De toute façon, comme Philly, sans vouloir être méchant, j'espère que Amine m'en voudra pas trop, mais comme ces dernières semaines, Philly ressemble plus à une équipe de loterie qu'à une équipe de play-off en l'absence de Joel Embiid, prendre des joueurs comme ça pour se dire on va voir ce que ça va donner, je trouve pas ça déconnant. Mais non, on verra après. C'est un pari, c'est totalement un pari qui coûte rien et qui peut rapporter un peu, donc c'est pas mal. Et puis toujours conférence Est d'ailleurs, Orlando qui prolonge Jamal Mosley jusqu'en 2028, le coach d'Orlando donc prolongé. Et puis tant qu'on est un peu sur les coachs, notre ami Doc Rivers, que je sais que tu aimes bien aussi, Doc Rivers qui se demande quand est-ce que les Clippers vont enfin retirer un maillot, puisque on rappelle que les Clippers sont une des seules franchises NBA avec aucun maillot retiré. Donc lui il râle un peu, pourquoi pas Chris Paul, Blake Griffin, pourquoi pas DeAndre Jordan. On se dit que quand ils vont déménager à Inglewood dans leur prochaine salle, peut-être que ce sera l'occasion de enfin retirer quelques maillots. Oui, il me semble qu'il y a les Raptors aussi qui n'ont pas de maillot retiré. Ouais, il doit y en avoir 2 ou 3, mais pas plus. Il y a Minnesota qui a toujours pas retiré le maillot de Kevin Garnett. Ça, c'est fou, ça, quand même. Bon, ça c'est. Ouais. Parce que avant, on sait pourquoi il avait pas été retiré avant, parce que Kevin Garnett s'entendait pas très bien avec le proprio des Wolves. C'était Glenn Taylor, il me semble. Ouais. Et là, il y a eu le rachat par Alex Rodriguez et j'ai oublié le nom de l'autre associé. Tu te dis, il a été retiré à Boston avant d'être retiré à Minnesota. C'est fou, ça, quand même. Mais après voilà, du côté des Clippers, ouais, bon, Chris Paul, Blake Griffin, ok, DeAndre Jordan, bon,
Ça va que les Clippers n'ont pas une histoire non plus extraordinaire. Bon, après, il a une certaine longévité, Andre Jordan. Je vais pas reparler de Udonis Haslem, mais s'il y a une certaine longévité. D'ailleurs, on se moque beaucoup de voilà, j'avais parlé de ça. Toi, d'ailleurs, t'en as un comme ça, c'est Nick Collison qui a eu ça aussi. Bien sûr, c'est le premier maillot retiré de l'histoire du Thunder, puisqu'évidemment Seattle ne compte pas. Mais premier maillot retiré, oui, mais non, mais c'est sûr que dit Andre Jordan, voilà. Mais après, du côté des Clippers, bon, écoute, ouais, ils vont être retirés, mais quand tu vois la manière dont ça s'est terminé, que ce soit pour Chris Paul et pour Blake Griffin, surtout pour Blake Griffin, tu te dis que bon, les Clippers sont pas forcément été les plus classes, donc peut-être qu'ils vont un peu temporiser au niveau du retrait des maillots. Ouais. Puis de toute façon, tant que les Blake Griffin, il me semble il a pas annoncé officiellement sa retraite, Blake. Non, pas encore, non. Voilà, donc quand il annoncera sa retraite, il sera retiré, mais de toute façon, tant que les trois sont entre guillemets en activité, tant que DeAndre Jordan sera toujours là pour soigner les on-off de Nikola Jokic, ils seront pas retirés encore les mecs. Ouais, on verra si éventuellement peut-être Sindarius Thornwell aussi peut pas avoir son maillot retiré aux Clippers, d'autres noms comme ça. Jamal Crawford. Et puis Jamal Crawford, ouais aussi. Et puis autre news aussi, je sais pas si t'as vu, c'était un peu étonnant. Rudy Gobert qui a eu $100,000 d'amende pour les signes qu'il a fait de la main, tu sais, il a fait... Ouais. Donc il y a eu une faute qui a été sifflée sur lui, il a fait un signe genre les arbitres vous êtes un peu payés, il y a eu des déclarations sur les paris sportifs et je pense qu'il a pris un peu pour ça, pour les paris sportifs et pour avoir insinué que c'était un peu truqué ou qu'en tout cas il y avait des trucs louches, mais c'est vrai que c'est un peu marrant parce que lui il s'est pris 100,000, ce qui est quand même assez énorme. En comparaison de Draymond Green, quand Draymond Green avait essayé de l'étrangler par derrière, il s'était pris 25,000 à peine. Bien sûr. Donc bon, voilà. Tout va bien. Bien sûr, mais il a fait, moi j'appelle ça la Luka Doncic, parce que j'ai pas vu beaucoup de joueurs faire le symbole de l'argent avec les doigts avant Luka Doncic. Il n'y en a pas eu tant que ça. Non, mais après il a pris, enfin, je pense qu'il a pris, parce que si on regarde le détail du compte NBA Communication sur l'amende, il prend pour l'historique, donc visiblement Gobert a déjà un peu craché sur l'arbitrage, plus la gestuelle. Donc vraiment ils ont fait un espèce de menu golden où ils ont tout mis dedans, mais c'est vrai que quand tu vois le système de pénalité, tu te dis bon, c'est un petit peu étonnant. Mais bon. C'est particulier, oui. Et après, peut-être rajouter une petite news, alors peut-être que tu l'avais toi, mais il y a eu un espèce d'audit qui a été fait, en tout cas une consultation sur est-ce que les attaquants étaient trop avantagés. Et ils ont eu un petit peu enfin hier il y a eu quelques communications qui a été fait en disant on va pas changer les règles pour l'instant, mais la situation continue d'être monitorée. Et ils ont pas tant avancé l'argument du fait qu'il y avait moins de lancers francs et que les arbitres avaient globalement moins sifflé de fautes que après le All-Star Break qu'avant le All-Star Break, et en justifiant ça en disant non, en fait c'est la pace qui a été réduite, etc. Et ça me surprend de voir que la NBA n'assume pas trop entre guillemets le fait que il y a eu peut-être quelques discours qui ont été tenus lors du All-Star Break sur l'arbitrage. Je trouve ça curieux justement de voir que je vois pas ce que la Ligue perdrait de dire bah oui, en fait il y a eu une communication qui a été faite, on s'est peut-être rendu compte qu'au niveau des coups de sifflet ça n'allait pas et que les arbitres se sont ajustés, et en fait ils se rétractent, en tout cas ils essayent d'avancer d'autres arguments. Donc je sais pas ce que toi t'en penses, mais perso j'ai trouvé ça un peu surprenant. Mais surtout que, alors effectivement, j'avais noté la news, on y est arrivé, mais ce qui est un peu étonnant, c'est que si t'écoutes le podcast de Ben Taylor, il détaille un peu que, alors effectivement, depuis un mois, on a l'offensive rating moyen de NBA qui baisse, hein, on a vu beaucoup de performances beaucoup plus défensives qu'offensives, mais surtout Ben Taylor détaille quand même l'évolution des lancers francs, justement, en disant bah ouais, c'est surtout qu'il y a beaucoup moins de fautes sifflées sur les tirs à 2 points comparé à il y a 2 ou 3 mois, quoi. Donc bon, il y a un peu des preuves comme ça, et bon, je sais pas, je sais que ça fait quelques semaines qu'on en parle dans l'hebdo où ils savent pas s'il y a trop d'attaques ou pas en NBA. Adam Silver il dit non, pas forcément. Joe Dumars, qui est un peu le joueur à l'ancienne, dit bah si, quand même un peu. Je sais pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a quand même eu quelques consignes où ont eu un certain comportement généralisé de peut-être réduire le fait d'appeler des fautes, hein, tout simplement, parce que je pense pas que la tendance générale arrive comme ça par hasard d'un coup, en fait. Donc ouais, je te rejoins là-dessus, du côté de la NBA. Et puis tiens, d'ailleurs, tant qu'on est sur ce côté volet NBA, business, etc., le nouveau contrat TV, tu sais, qui devrait être signé bientôt. On a des négociations en cours pour l'instant avec Disney et TNT, qui sont les diffuseurs actuels. Donc pour l'instant, c'est négociation avec eux, et à partir du 22 avril, d'ici un mois, de nouveaux acteurs pourront rentrer officiellement dans les négociations. Donc on parle de Amazon, on parle de Apple éventuellement. Donc voilà,
on parle aussi, ça commence à se préciser, mais on pourrait atteindre les 72 milliards sur 9 ans, ce qui serait un score triplé par rapport à ce qui est actuellement. Bon, c'est peut-être une estimation haute, mais voilà, c'est pas le contrat TV. On en avait parlé avec Antoine il y a un an, je crois, ou l'été dernier, du nouveau contrat TV. Si ça vous intéresse d'aller voir le podcast, vous en parlez aussi sur Dunk Hebdo régulièrement. Mais là, ça devrait se préciser d'ici quelques mois normalement. On devrait savoir où vont être diffusés les matchs normalement. Et puis, ça va aussi impacter beaucoup le salary cap. Oui, le salary cap, et puis, mais même, tu vois, au niveau du salary cap, alors déjà, on sait que les joueurs sont pas mal à se plaindre des 65 matchs, mais on sait que les 65, je sais plus si c'était toi qu'on avait parlé, mais j'avais entendu un podcast français en parler, donc c'est forcément toi, qu'on avait parlé du fait que c'était les 65 matchs, on va dire, c'était une des conditions aussi pour garantir un petit peu vis-à-vis de la négociation des droits de télé pour avoir la disponibilité des superstars, et puis même si tu venais à avoir une explosion des droits de TV comme il risque probablement d'y avoir, le nouveau CBA a été fait de sorte que tu auras une augmentation du cap plafonnée à 10% tous les ans. Vous n'aurez pas de situation comme les fans d'OKC ont connu malheureusement, comme à l'été 2016 où tu as un cap qui a quasiment doublé. Ça, pour le coup, ça a été régulé de sorte à ce que ça augmente de 10% chaque année et qu'il n'y ait pas un plus 25 millions d'un été à l'autre qui permet potentiellement aux Warriors de signer Kevin Durant alors qu'ils ont déjà Stephen Curry et Klay Thompson sous contrat. Mais bon. Oui, tu veux dire, même s'il y a un nouveau contrat qui est énorme, qui va être signé, de toute façon, le salary cap va être augmenté, l'augmentation va être lissée, a priori, petit à petit. Voilà, elle va être plafonnée, c'est-à-dire que même si tu as un plus 2 au niveau des droits de télé par rapport, sur le nouveau contrat par rapport au précédent contrat, le cap n'augmentera que de 10%. Ouais. Effectivement, donc contrat TV, ça se précise, et puis aussi des rumeurs d'une NBA en Europe. Tu sais, comme on a connu la NFL Europe à une époque, il y a quelques temps. Il y a donc les rumeurs d'une compétition européenne de NBA, entre guillemets, qui aura apparaître en Europe. C'est un peu, ça fait longtemps qu'on entend parler. Là, ça se précise, pourquoi pas en Europe, mais aussi, peut-être, pourquoi pas aussi au Moyen-Orient. On est surpris ou pas. Bizarre. On est peut-être plutôt pas surpris même. Oui. Mais en tout cas, voilà, apparemment, ils ont engagé le Raid Group, si j'espère que j'écorche pas le nom, mais une banque d'investissement pour commencer un peu à voir, à tâter le terrain, faire des études, faire des trucs compliqués, faire des réunions, etc. Et ce serait en association avec la FIFA, pas avec l'Euroleague évidemment, mais plutôt avec la FIBA, pas la FIFA, la FIBA. Donc voilà, ça pourrait naître, mais on ne sait pas quand, longtemps, on ne sait pas où. Je pense peut-être à moitié Europe, peut-être à moitié Moyen-Orient. Ce serait pas étonnant. Fortement possible. Mais voilà, c'est... Ouais, je pense. Et puis on finit par Daniel Gafford. Tu as vu ça, c'est une des news aussi de la semaine. Bien sûr. Gafford qui passe à 2 paniers du record de Will Chamberlain. Finalement, il n'aura pas décroché ce 35 field goals consécutifs. La série de Gafford, d'ailleurs, ça s'arrête contre vous, non, si je dis pas de bêtises, contre OKC. Contre OKC, ouais, tout à fait. sur un rebond offensif bien contesté de Chet Holmgren. Donc voilà. OKC a quand même été l'équipe qui a subi le record, enfin qui était l'adversaire lorsque LeBron James a dépassé le record de Kareem Abdul-Jabbar. C'est vrai. C'est bon, on va pas avoir non plus 150 records adverses à notre actif. Ça va aller. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.